La presse écrit les choses les plus bizarres sur mon compte, continuellement. Je ne supporte pas que l'on déforme la réalité, et je ne lis jamais ce que l'on écrit sur moi, même si on m'en parle souvent. Je ne comprends pas pourquoi les journalistes éprouvent le besoin d'inventer des choses sur moi. Je suppose que s'ils ne trouvent rien de scandaleux à raconter, il leur faut susciter l'intérêt d'une manière ou d'une autre, tout bien considéré. Je suis fier pourtant d'avoir pu m'en sortir pas trop mal. Bon nombre d'enfants du show business ont fini dans la drogue. Frankie Lymon, Bobby Driscoll, etc. Je peux comprendre cette attitude, car c'est très dur de supporter un tel stress quand on est très jeune. C'est une vie difficile. Très peu de gens réussissent à avoir une enfance normale. Moi, je n'ai jamais essayé la drogue, sous aucune forme. Marijuana, cocaïne, rien. Je le dis tout net, je n'ai même pas essayé. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas que je n'ai pas été tenté. Quand on est musicien, la drogue est à notre portée. Il n'y a qu'à tendre la main. Je ne veux pas avoir l'air de porter des jugements sur les autres. Ce n'est pas un problème de moralité pour moi. Mais j'ai vu tellement de gens détruits par la drogue que je refuse d'y toucher. Bien sûr, je ne suis pas un ange, j'ai mes défauts et mes points faibles, mais la drogue n'en fait pas partie. Quand Ben est sorti, nous savions, mes frères et moi, que nous allions voyager dans le monde entier. La musique soul américaine était devenue aussi populaire dans les autres pays que les jeans et les hamburgers. Nous étions invités à visiter d'autres continents, et en 1972, nous avons commencé nos grandes tournées internationales par l'Angleterre. Bien que nous n'y soyons jamais allés, les gens connaissaient tous les textes de nos chansons. Pourtant, nous n'y avions jamais fait de télé. Ils avaient de grandes écharpes avec nos photos, et le nom Jackson 5 imprimé en lettres géantes. Les salles de concert étaient plus petites qu'aux États-Unis, mais l'enthousiasme du public explosait à la fin de chaque chanson. C'était vraiment très agréable. Ils ne criaient pas pendant que nous chantions comme ils le font aux USA. Et ils pouvaient se rendre compte à quel point Tito était un grand guitariste, car ils l'écoutaient. Nous avions emmené Randy avec nous, parce que nous voulions lui donner un peu d'expérience. Il ne faisait pas officiellement partie du contrat, mais il restait à l'arrière du groupe, et il jouait des bongos sur scène. Il avait le même costume que nous, et quand nous le présentions au public, il était acclamé. La tournée suivante, Randy faisait partie du groupe. Moi-même, j'avais joué les bongos avant Randy, et Marlon les avait joués avant moi. C'était une tradition de faire démarrer le plus jeune sur ces petites percussions marrantes. Nous avions 3 années de succès derrière nous quand nous avons fait notre première tournée en Europe. Et c'était suffisant pour contenter à la fois les jeunes, qui aimaient notre musique, et la reine d'Angleterre que nous avons rencontrée lors d'un gala, spécialement organisé pour la circonstance. C'était vraiment très excitant pour nous. J'avais vu sur des photos d'autres groupes comme les Beatles rencontrer la reine, mais je n'aurais jamais rêvé avoir la chance de jouer pour elle. L'Angleterre fut notre point de départ dans cette découverte des autres pays, et plus nous avons voyagé, plus nous avons trouvé d'exotisme et de différence avec notre pays. Nous avons visité les grands musées à Paris, et les montagnes splendides de la Suisse nous ont émerveillés. L'Europe nous a enseigné les racines de la culture occidentale, et cela nous a préparés dans une certaine mesure à la visite des pays de l'Orient, qui s'intéressent davantage à la spiritualité. J'ai été très impressionné de voir que dans ces pays, les gens attachent plus d'importance aux animaux et à la nature qu'aux valeurs matérielles. Par exemple, le Japon et la Chine m'ont apporté beaucoup, parce que j'y ai compris que la vie, c'est autre chose que ce que l'on peut voir et toucher. Dans tous ces pays, les gens avaient entendu parler de nous, et ils aimaient notre musique. En Australie et en Nouvelle-Zélande, nos arrêts suivants, nous avons rencontré des tribus, dans les terres,
qui vivaient encore de façon primitive. Ils nous ont accueillis comme des frères, bien que nous ne parlions pas leur langue. S'il me fallait des preuves que les hommes sont frères, je les ai eues au cours de cette tournée. Puis ce fut l'Afrique. Nous avions lu des choses sur l'Afrique parce que notre professeur, Mademoiselle Fine, nous préparait des leçons sur chaque pays que nous devions visiter, portant sur la géographie, l'histoire et les coutumes de ces pays. Nous n'avons pas pu voir les plus belles régions de l'Afrique, mais l'océan, la plage et les gens étaient d'une beauté incroyable là où nous nous trouvions. Un jour, nous avons visité une réserve d'animaux avec des fauves en liberté. Nous étions émerveillés. La musique était extraordinaire, et les rythmes à couper le souffle. Quand nous sommes descendus d'avion, le premier jour, nous avons été accueillis par une longue file d'Africains en costumes chatoyants, avec leurs tambours et leurs percussions. Ils dansaient tout autour de nous, et c'est un spectacle que je n'oublierai jamais. Quelle merveilleuse façon de nous accueillir. Et les artisans sur les places des marchés étaient incroyables. Ils fabriquaient des objets sous nos yeux, et les vendaient en même temps. Je me souviens d'un homme qui sculptait dans le bois. Il demandait ce qu'on voulait, et quand on lui disait « un visage d'homme », il détachait un morceau de bois sur un tronc d'arbre, et en quelques coups de machette et de burin, il vous faisait ce que vous lui aviez demandé. Je me suis assis pour l'observer, et je l'ai vu faire ça des dizaines de fois. Il était capable de reproduire tout ce qu'on lui demandait. C'est en visitant le Sénégal que nous avons compris que notre héritage africain nous avait permis de faire de nous ce que nous étions. Nous avons visité un ancien camp d'esclaves abandonné à l'île de Gorée, et nous avons été très ébranlés par cette visite. Le peuple africain nous a donné l'exemple du courage et de l'endurance, et nous ne saurons jamais assez leur revaloir cette grâce. Je suis sûr que si Motown avait pu agir sur notre âge à leur gré, ils auraient aimé que Jackie ne vieillisse pas, et que chacun de nous le rattrape, à part moi, car je pense qu'ils auraient bien aimé me voir rester un enfant star. Ça peut paraître insensé, mais quand je pense à la façon dont ils nous manipulaient, en nous empêchant de devenir un groupe autonome, avec notre propre ligne de conduite et nos idées, je ne suis pas loin de la vérité. Nous grandissions en taille, en âge et en créativité. Nous avions beaucoup d'idées que nous désirions expérimenter, mais ils nous freinaient, car ils prétendaient qu'on ne peut pas bousculer une recette de succès qui a fait ses preuves, sans risquer de tout compromettre. Du moins, ils ne nous ont pas laissé tomber comme on nous l'avait prédit quand ma voix a changé. C'était arrivé à un point où il y avait plus de types avec nous dans la cabine que dans le studio. Ils butaient les uns sur les autres pour nous donner des conseils et diriger notre musique. Nos fans inconditionnels ont aimé nos disques, comme I Am Love et Skywriter. Ces chansons étaient des titres ambitieux de pop music avec des arrangements de cordes très élaborés. Mais ce n'était pas pour nous. C'est certain, nous ne pouvions pas faire des ABC toute notre vie. C'est la dernière chose que nous souhaitions. Mais nos plus anciens fans trouvaient qu'ABC nous ressemblait davantage, que c'était plus fort. Et il nous a bien fallu reconnaître que c'était vrai. Vers le milieu des années 70, on était sur le point de devenir démodés, et je n'avais même pas encore 18 ans. Quand Germaine a épousé Hazel Gordy, la fille de notre patron, les gens nous ont taquinés, comme si ça allait nous rendre les choses encore plus faciles. Bien sûr, lorsque le disque Get It Together est sorti en 1973, il a reçu le même accueil que I Want You Back. C'était notre plus grand succès depuis 2 ans, même si ce n'était pas une révélation comme l'avait été notre premier hit. Et pourtant, Get It Together avait des harmonies discrètes, une guitare wah-wah plus aiguë, et des cordes qui crépitaient. Les stations de radio l'ont aimé, mais pas autant que les clubs où on passait du disco. Motown avait senti le vent tourner,
et Hal Davis fut rappelé dardard pour mettre la sauce dans Dancing Machine. Motown a fait pas mal de chemin depuis l'époque où les musiciens de studio arrondissaient leur fin de mois en jouant dans les clubs et les bowling du coin. La musique Dancing Machine s'est transformée à l'aide de nouvelles techniques. Dans ce titre, la section de cuivre est la meilleure qu'on ait jamais eue. Et il y avait des effets aquatiques dans le pont, programmés par un synthétiseur qui empêchait la chanson d'avoir l'air démodée. La musique disco était très critiquée, mais pour nous, ce fut le rite du passage au monde adulte. J'ai adoré Dancing Machine, le groove et l'émotion de cette chanson. Quand elle est sortie, en 74, j'étais décidé à trouver les mouvements de danse qui la mettraient en valeur, la rendraient plus excitante à interpréter et à regarder. Aussi, quand on a chanté Dancing Machine dans l'émission Soul Train, j'ai dansé un mouvement de chorégraphie de rue qui s'appelait le robot. C'est là que j'ai compris l'impact de la télévision. Du jour au lendemain, Dancing Machine est devenu premier au palmarès, et quelques jours plus tard, tous les mômes des USA dansaient le robot. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Motown et les Jackson 5 se sont mis d'accord sur la venue de 2 nouveaux éléments. Randy, qui avait déjà tourné avec nous, et Janet, qui avait beaucoup de talent pour la danse et pour le chant. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient du même sang que nous qu'ils ont trouvé leur place automatiquement dans notre groupe, comme si on la leur avait mise au chaud. Ils ont travaillé très dur, en plus du talent considérable qu'ils ont tous les deux. Ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient partagé les mêmes repas, les mêmes jouets et les mêmes vêtements que nous. Si on se fiait à l'hérédité, on pourrait dire que, en principe, j'aurais dû avoir autant de talent pour être conducteur de grue que pour être chanteur. On ne peut pas évaluer les choses ainsi. Papa nous a fait travailler très dur, et il a échafaudé ses rêves, chaque nuit, en ne perdant pas de vue le but. Tout comme le disco semblait une musique réservée aux adultes, et non pas faite pour être chantée par un groupe de gamins, Las Vegas ne semblait pas l'endroit idéal pour nous faire chanter. C'est du moins ce que pensaient les gens de Motown, qui étaient très réticents à l'idée de nous voir dans les salles publiques, où à part le jeu il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais nous étions persuadés que les théâtres de cette ville n'étaient rien d'autre que de grands clubs du même genre que ceux où nous avions joué à Gary et à Chicago. Sauf que la clientèle était surtout composée de touristes. Les touristes étaient une très bonne clientèle pour nous, parce qu'ils connaissaient tous nos tubes, qu'ils écoutaient avec attention nos plaisanteries et nos nouvelles chansons, sans s'ennuyer. Ils étaient aux anges quand Janet entrait en scène en costume de Mae West pour 1 ou 2 titres. On avait déjà fait des numéros de ce genre dans une émission de télé, en 71, qui s'appelait Retour en Indiana, laquelle célébrait notre retour à Gary pour la première fois depuis nos débuts. À cette époque-là, nous étions déjà connus dans le monde entier, et nous avions décidé d'y retourner pour une visite médiatisée. Quand on pouvait jouer et chanter à 9 sur une scène, au lieu de 5, sans compter les invités surprises, c'était vraiment bien. Papa triomphait d'orgueil en nous voyant tous alignés sur le même plateau. Ces spectacles de Las Vegas ont été une expérience inoubliable. Nous n'avions pas la pression des foules de concerts, qui ne veulent entendre que les hits et rien d'autre. Nous ne nous préoccupions pas de ce que faisaient les uns et les autres. Il y avait même 1 ou 2 ballades dans le tour de chant qui me permettaient de placer ma nouvelle voix. À 15 ans, je devais déjà penser à tout ça. Des gens de la chaîne de télévision CBS sont venus nous trouver pendant nos spectacles de Las Vegas pour nous proposer de faire des spectacles au cours de l'été suivant. C'était très agréable pour nous d'être considérés comme des gens de spectacle, plus que comme un simple groupe de Motown. C'était tout à notre avantage pour la suite des événements. Comme nous avions pris le contrôle de notre spectacle à Las Vegas, c'était devenu de plus en plus difficile de retomber dans le manque de liberté que nous avions à Los Angeles. Bien sûr, notre gagne-pain était là, et nous ne pouvions pas trop tirer sur la ficelle.
Parfois, j'avais l'impression d'être encore à l'époque où j'étais un petit garçon, qui vivait chez Berry Gordy. Et depuis que Germaine était son gendre, notre frustration augmentait d'autant plus. Il y avait déjà des signes de changement dans les institutions de Motown. Marvin Gaye réalisa sa propre musique et produisit son album What's Going On, qui est un chef-d'œuvre. Stevie Wonder découvrait les claviers électroniques et devenait tellement génial en prise de son que les ingénieurs les plus expérimentés venaient lui demander conseil. Un de nos derniers souvenirs de la période Motown fut quand nous avons chanté les chœurs d'un titre très engagé de Stevie, You Haven't Done Nothing. Bien que Stevie et Marvin appartiennent encore à Motown, ils avaient combattu et obtenu le droit de faire leur propre disque, et même d'éditer leurs chansons. Motown ne leva même pas le petit doigt dans ce sens pour nous. Pour eux, nous étions encore des mômes, même s'ils ne nous habillaient plus et ne nous protégeaient plus comme avant. Nos problèmes avec Motown ont commencé en 74, lorsqu'on leur a dit qu'on voulait écrire et réaliser nos propres chansons. Au fond, nous n'aimions pas la façon dont notre musique sonnait à cette époque-là. Nous étions extrêmement compétitifs, et nous sentions le danger, car d'autres groupes qui créaient des sons plus neufs risquaient de nous dépasser. Les gens de Motown nous ont déclaré « Pas question que vous écriviez vos chansons, vous avez des professionnels pour ça ». Non seulement ils refusèrent, mais c'était devenu un sujet tabou. J'étais découragé et je n'aimais plus du tout le matériel que l'on nous proposait. Finalement, j'en ai eu tellement marre que j'ai décidé de les laisser tomber. Quand je sens que quelque chose ne va pas, je le dis. Je sais que la plupart des gens ignorent à quel point je peux être obstiné et dur. C'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Nous étions tous malheureux, mes frères et moi, mais personne ne disait rien. Ni mes frères, ni mon père. Alors j'ai demandé un rendez-vous avec Berry Gordy pour lui parler. C'est moi qui lui ai dit que nous tous, les Jackson 5, allions quitter Motown. Je suis allé le trouver, et face à face, je lui ai dit la vérité. Et ça a été une des choses les plus pénibles que j'ai jamais faites. Si j'avais été le seul à souffrir de la situation, je me serais tu. Mais nous étions tous malheureux et insatisfaits. Et je lui ai dit. Je lui ai dit que j'étais malheureux. Il faut vous rappeler que j'aime Berry Gordy. Je pense que c'est un génie, un des géants dans ce domaine. Je n'ai que du respect pour cet homme brillant. Mais ce jour-là, j'étais comme un lion. Je me suis plaint de ce que nous ne pouvions ni écrire ni réaliser nos chansons comme nous le souhaitions. Il m'a répondu qu'il était persuadé que nous avions encore besoin de professionnels pour nous aider à faire des hits. Mais c'est moi qui avais raison. Berry était en colère. Ce fut une rencontre très pénible, mais nous sommes redevenus amis aujourd'hui. Et il est encore comme un père pour moi, fier de moi et de mes succès. En tout cas, j'aimerais toujours Berry, parce qu'il m'a appris les choses les plus précieuses que j'ai eu l'occasion d'apprendre dans mon métier. C'est lui qui a dit que les Jackson 5 marqueraient l'histoire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Motown a fait connaître tellement de gens de talent que je serai éternellement reconnaissant à Berry d'avoir présenté notre groupe au public. Ma vie n'aurait pas été la même sans lui. C'est Motown qui nous a aidés à percer, et c'est chez eux que nous avons nos racines. Nous aurions aimé y rester, mais le changement est une chose inévitable. Je suis une personne du présent, et je me demande constamment qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui peut se passer demain qui va changer ce qui s'est passé hier? C'est très important pour un artiste de maintenir le contrôle sur sa vie et sur son travail. Et il y a sûrement encore des artistes qui se font exploiter parce qu'ils ont les mains liées. J'ai appris à me battre pour que les autres ne m'empêchent pas de faire ou de croire ce que je pense être juste, sans me soucier des conséquences. On aurait pu rester à Motown,
mais si on l'avait fait, on aurait disparu dans le musée des Rossignols et des has-beens. Ma décision de changement était prise, et nous avons suivi nos instincts. C'était déjà gagné quand on a pris un nouveau départ avec un autre label, Epic. Nous étions soulagés d'avoir enfin coupé les liens qui nous retenaient prisonniers. Mais ce fut un drame quand Germaine décida de rester chez Motown. Il était le gendre de Berry, et sa situation était beaucoup plus compliquée que la nôtre. Il pensait que c'était plus important pour lui de rester, et Germaine a toujours fait ce que sa conscience lui dictait. Alors il a quitté le groupe. Je me rappelle clairement le premier spectacle que nous avons fait sans lui, parce que ce fut très pénible pour moi. Depuis que je montais sur scène, et même quand on répétait chez nous à Gary dans la salle de séjour, Germaine se tenait à ma gauche avec sa basse. Pour moi, tout reposait sur la présence de Germaine à côté de moi. Et quand j'ai fait un spectacle pour la première fois sans lui, c'est comme si j'avais été tout nu sur la scène. Il a donc fallu mettre le paquet encore davantage pour compenser la perte d'une de nos plus brillantes étoiles, Germaine. Je me souviens très bien de ce show, parce qu'on a reçu 3 standing ovations. On a travaillé dur. Quand Germaine a quitté le groupe, Marlon a pris sa place, et il a vraiment éclaté sur scène. Mon frère Randy a pris officiellement ma place comme joueur de bongo, et Benjamin du groupe. Vers cette époque, on s'est fourré dans un pétrin inextricable en acceptant de faire une série d'émissions télévisées pour l'été. Ce fut une erreur stupide, et je regrette chaque minute que j'y ai passée. J'avais adoré le dessin animé télévisé qui avait été fait des Jackson 5, et je m'étais dit « Je suis un personnage de dessin animé ». Mais cette série télévisée, je le sentais, allait faire plus de tort que de bien à notre carrière. C'est la pire chose qui puisse arriver à un artiste de variété. Je n'arrêtais pas de dire « Ça va faire dégringoler nos ventes de disques ». Et les autres disaient « Mais non, au contraire, c'est de la promo ». Ils se sont plantés complètement. Nous étions habillés avec des costumes ridicules, et nous devions jouer des stupidités avec des rires en boîte. Tout était bidon. Nous n'avions pas le temps de répéter, d'apprendre nos textes, et la télé était une nouveauté pour nous. Il fallait créer 3 numéros de danse en une seule journée. L'audimat contrôlait notre code de popularité d'une semaine à l'autre. Je ne referai jamais une chose pareille. Ça ne mène nulle part. Il s'agit principalement d'un phénomène psychologique. Vous débarquez chaque semaine dans la vie des gens, et ils commencent à croire qu'ils vous connaissent trop bien. À force de faire les guignols avec des rires préenregistrés pour faire croire qu'il s'agit d'une comédie, votre musique en prend un coup. La crédibilité aussi. Et quand il faut reprendre sa carrière après une telle surexposition, c'est vraiment difficile d'être pris au sérieux. Le public croit que vous êtes un rigolo, comme dans tous ces sketchs minables où une semaine on vous déguise en Père Noël, la semaine suivante vous êtes le prince charmant, et la semaine d'après on vous déguise en gros lapin blanc. C'est comme ça qu'on perd son identité dans ce métier. L'image du rocker a disparu. Je ne suis pas un comique. Je ne suis pas un présentateur de spectacle. Je suis un musicien. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de participer aux remises d'Oscar et autres récompenses en tant qu'animateur. Cela vaut-il vraiment la peine pour moi d'aller là et de balancer 2 ou 3 vannes pour obliger les gens à rire sous prétexte que je suis Michael Jackson, quand je sais pertinemment que je ne suis pas drôle? Après notre show télévisé, je me souviens d'avoir joué dans des salles à moitié vides. Cette expérience m'a servi de leçon, et j'ai formellement refusé de re-signer un contrat avec cette chaîne de télévision par la suite. J'ai expliqué à mon père et à mes frères que nous avions fait une grosse erreur, et ils ont compris mon point de vue. En réalité, j'avais eu de mauvais pressentiments avant de faire ce spectacle, mais j'avais fini par tenter le coup, parce que tout le monde était persuadé que ce serait une bonne expérience pour nous.
Le problème avec la télé, c'est qu'il faut tout faire en un minimum de temps. On n'a pas le temps de fignoler. Ce sont les horaires qui commandent. Tant pis si on n'est pas content du résultat. Il faut passer à autre chose et oublier ce qui est raté. Moi, je suis d'un tempérament perfectionniste. J'aime faire les choses le mieux possible. Je veux que les gens entendent et regardent ce que j'ai fait, sachant que j'y ai mis le meilleur de moi-même. Je pense que je dois cette politesse à mon public. Pendant le tournage, je me souviens que l'éclairage était minable, les décors bâclés, et notre chorégraphie improvisée à la dernière minute. Et pourtant, cette émission eut un gros succès. Il y avait un autre programme très populaire sur une chaîne rivale qui passait à la même heure que nous, et nous avons remporté le meilleur taux d'écoute. CBS voulait vraiment nous garder, mais j'avais la certitude que ce show était une erreur. En effet, nos ventes de disques ont diminué à la suite de cela, et il a fallu du temps pour réparer les dégâts. Quand on sait qu'on est en train de se tromper, c'est difficile de prendre la décision d'arrêter et de faire confiance à son instinct. J'ai très peu fait de télé après ça. Je me souviens seulement d'une émission spéciale sur Motown 25. Berry m'avait demandé à plusieurs reprises d'y participer, et je m'entêtais à refuser. Mais il a fini par me convaincre et j'ai accepté. Je lui ai dit que je voulais chanter Billie Jean, même si c'était le seul titre du show qui n'avait pas été enregistré chez Motown. Il accepta volontiers. Billie Jean était numéro 1 à l'époque. Mes frères et moi, nous avons répété comme des fous pour ce show. J'ai trouvé la chorégraphie des différents pas de danse, et je me suis complètement plongé dans la préparation de ce numéro. Mais je savais exactement ce que je voulais faire avec Billie Jean. Tout en faisant autre chose, je sentais que la chorégraphie se construisait dans ma tête, inconsciemment. J'ai demandé qu'on aille m'acheter ou me louer un chapeau noir à la James Bond, et le jour même du spectacle, j'ai commencé la mise en place. Je n'oublierai jamais ce soir-là, parce que quand j'ai ouvert les yeux à la fin, les gens étaient debout, en train de m'applaudir. J'étais bouleversé par leur réaction. Je me sentais tellement bien. Après notre succès sur CBS, Kenny Gamble et Léon Huff nous ont proposé des maquettes de chansons. On nous a dit qu'on enregistrerait à Philadelphie, dès que tous nos spectacles seraient terminés. Celui qui avait le plus à gagner dans ce changement de maison de disques, c'était Randy, qui faisait désormais partie des Jackson 5. Motown nous avait prévenu que nous n'avions pas le droit d'utiliser notre nom de groupe, les Jackson 5, dans un autre contrat, car ils avaient l'exclusivité de notre nom. Et c'était de bonne guerre. C'est pourquoi nous nous sommes appelés The Jacksons. Papa avait rencontré les types de Philly pendant les négociations avec Epic. Nous avions toujours eu beaucoup de respect pour les disques que Gamble et Huff avaient réalisés, tels que Backstabbers par les OJs, If You Don't Know Me By Now par Harold Malvin et The Blue Note avec Teddy Pendergrass, When Will I See You Again par The 3 Degrees, et j'en oublie bien d'autres. Ils rassurèrent papa en lui disant qu'ils nous avaient bien observés et qu'ils allaient faire très attention à bien nous servir. Papa ajouta que nous aimerions écrire 1 ou 2 chansons pour notre prochain album, et ils promirent de nous écouter sans préjugés. On a donc rencontré toute l'équipe. Kenny, Léon, avec McFadden et John Whitehead. Ils nous ont montré ce qu'ils avaient déjà fait pour eux, comme Ain't No Stoppin' Us Now en 1979. Dexter Hansel faisait partie de l'équipe. Kenny Gamble et Léon Huff sont de vrais pros, et j'ai beaucoup appris sur la façon dont on écrit une chanson en les regardant travailler. Rien qu'en observant Huff au piano pendant que Gamble chante, on a tout compris sur l'anatomie d'une chanson. Kenny Gamble est un maître de la mélodie. C'est en le voyant créer que j'ai compris l'importance qu'il faut attacher à la mélodie. Je restais assis des heures, comme un rapace, sans bouger. Et j'observais chaque décision.
J'écoutais chaque note. Ils venaient dans notre hôtel et ils nous jouaient assez de musique pour faire tout un album. C'est ainsi qu'ils nous ont présenté les chansons qu'ils avaient choisies pour notre disque, en dehors des deux nôtres. Ce fut un grand moment. Nous avions déjà préparé des maquettes de nos chansons à la maison, durant les intervalles entre nos émissions de télé. Mais nous voulions attendre encore un peu. Il n'y avait pas d'urgence pour leur mettre trop de pression. Nous savions que Philly International avait beaucoup à nous offrir, et nous lui réservions cette surprise pour plus tard. Nos deux chansons, Blues Away et Style of Life, étaient des secrets bien trop difficiles à garder, car nous étions tellement fiers. Style of Life était sorti d'une improvisation que Tito avait dirigée, et qui ressemblait un peu au groove de Dancing Machine. Mais c'était plus hard que si Motown l'avait supervisé. Blues Away est une de mes toutes premières chansons, et même si je ne la chante plus, je n'ai pas honte de la réécouter. Je n'aurais pas pu continuer ce métier si je finissais par détester mes propres disques, après autant de travail. C'est une chanson légère sur le thème d'un moment de dépression, qui se termine bien. J'aimais beaucoup la chanson de Jackie Wilson, Lonely Teardrop, et sa façon de rire malgré l'intolérable chagrin à l'intérieur. Quand nous avons vu la pochette de l'album des Jacksons, le premier de chez Epic, nous avons eu l'impression d'avoir tous la même tête sur la photo. Même Tito avait l'air maigre. Je portais encore mes cheveux afro, alors on ne se distinguait pas vraiment des autres. Pourtant, sur scène, quand nous avons commencé à chanter nos nouvelles chansons, comme Enjoy Yourself et Show You the Way to Go, les gens savaient que j'étais toujours le deuxième à gauche, à l'avant. Randy prit la place habituelle de Tito, et Tito reprit la place de Germaine. Il m'a fallu longtemps pour m'y habituer. Et pourtant Tito n'y était pour rien. Ces deux 45 tours étaient très sympas. Enjoy Yourself était super à danser. Il y avait une rythmique et une section de cuivre excellente. Ce fut aussi un numéro 1. J'ai personnellement plus de penchant pour le second titre, parce que Show You the Way to Go montre que les gens de chez Epic ont cherché à mettre en valeur nos voix. Il y a des parties de chant sur tout le disque, et c'est le meilleur qu'on ait fait ensemble. Je suis surpris que ce titre n'ait pas eu autant de succès, car j'adore les tenues de cordes et les sons de cymbales, comme des ailes d'oiseaux. Nous avons essayé de parler de nos relations fraternelles dans une de nos chansons qui s'appelait « Living Together », que Kenny et Léon avaient choisi en pensant à nous. En gros, cette chanson disait « Si on est là pour durer ensemble, on a intérêt à s'aimer, à prendre du bon temps en famille et à en profiter avant qu'il soit trop tard. » C'était un message des Jacksons, même si ce n'était pas encore tout à fait le style Jacksons. Gamble et Huff avaient écrit assez de chansons pour faire un autre album. Mais nous savions qu'en exécutant ce qu'eux faisaient de mieux, nous perdions une partie de notre identité. Nous étions ravis de faire partie de la famille de Philly Records, mais ça ne nous suffisait plus. Nous étions décidés à faire tout ce que nous avions voulu faire depuis si longtemps. C'est pourquoi nous nous sommes tous retrouvés dans notre studio Encino pour travailler tous en famille. Going Places, notre deuxième album pour Epic, fut différent du premier. Il y avait davantage de chansons à message, et moins de chansons pour la danse. Nous savions que le message de paix sur une musique plus élaborée était la chose à faire, mais ce n'était pas encore notre vrai style. Après tout, ce n'était pas mauvais qu'il n'y ait aucun titre pop sur Going Places, parce que la chanson Different Kind of Lady est devenue le choix le plus évident pour les discothèques. Ce titre était placé au milieu de la face A, entre des chansons de Gamble et Huff, et la nôtre est partie comme une fusée. C'était vraiment un titre explosif, avec les cuivres qui ponctuaient chaque accent comme des points d'exclamation, exactement comme nous l'entendions. C'est le son que nous cherchions à donner quand on faisait nos maquettes avec notre vieil ami Bobby Tyler, avant d'aller chez Epic. Kenny et Léon n'avaient plus qu'à mettre la touche finale.
le glaçage au chocolat sur le gâteau. Mais cette fois, c'est nous qui l'avions préparé et fait cuire nous-mêmes. Une fois que Going Places fut mise en place pour la vente, papa me demanda de venir avec lui pour rencontrer Ron Alexandberg. Ron nous signa un contrat chez CBS, car il croyait très fort en nous. Il fallait le convaincre que nous étions prêts à prendre la direction de notre propre musique. Nous avions de quoi le prouver, et nous avons expliqué que nous voulions travailler avec Bobby Tyler. Bobby nous avait secondés toutes ces années, et nous étions sûrs qu'il ferait un super directeur artistique pour tout. Epic exigeait que nous restions avec Campbell et Huff, parce qu'ils avaient fait des hits. Mais notre association ne collait pas. Nous étions peut-être les mauvais jockeys, ou bien nous étions les mauvais chevaux, parce que leurs chansons avec nous ne se vendaient pas, et ce n'était pas notre faute. Notre conscience morale a toujours renforcé notre attitude dans le travail. Monsieur Alexandberg avait l'habitude de traiter avec des artistes, ce qui ne l'empêchait pas d'être aussi tranchant avec ses amis du métier que les musiciens comme nous peuvent l'être entre eux. Mais papa et moi étions sur la même longueur d'onde quand il s'agissait de l'aspect business de la musique. Les gens qui font de la musique et les gens qui vendent les disques ne sont pas ennemis pour autant. Moi, je mets autant de moi dans ce que je fais qu'un musicien classique, et je fais tout ce que je peux pour atteindre le plus large public possible. Les gens des compagnies de disques aiment leurs artistes, et eux aussi cherchent à atteindre un marché très vaste. Tout en mangeant le délicieux repas qu'on nous avait apporté dans le bureau de l'état-major de CBS, nous avons déclaré à Monsieur Alexandberg que la maison Epic avait fait de son mieux pour nous, mais que ce n'était pas suffisant. Nous sentions que nous pouvions faire mieux, et que notre réputation valait la peine d'être mise au défi. Après avoir quitté le gratte-ciel surnommé Black Rock, nous n'avons pas beaucoup parlé, papa et moi. Chacun réfléchissait dans la voiture, pendant notre retour à l'hôtel. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter à ce qui avait été dit. Toute notre vie était orientée en vue de cette rencontre, apparemment sereine et polie. Je sais que Ron Alexandberg sourit souvent quand il pense à cette confrontation. Quand cette entrevue au QG de CBS a eu lieu, à New York, je n'avais que 19 ans. Je portais déjà un poids considérable sur mes épaules, pour mon âge. Les gens de ma famille s'en remettaient de plus en plus à moi pour le business et les décisions artistiques, et j'étais très anxieux, car je ne voulais pas les induire en erreur. Et puis j'ai eu cette occasion de faire quelque chose que j'avais voulu faire toute ma vie. Jouer dans un film. Comble de l'ironie, ce sont mes contacts avec Motown qui me permirent de réaliser ce rêve. Motown avait acheté les droits pour filmer le spectacle Le Magicien d'Oz, au moment où nous quittions la compagnie. The Wiz était une version moderne, noire, du film célèbre que j'avais toujours adoré. Je me souviens que quand j'étais môme, ce film passait à la télé tous les ans, et toujours un dimanche soir. Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer l'importance de cet événement, parce qu'ils grandissent avec la vidéocassette et la télévision par câble, ce qui leur donne un choix considérable. J'avais également vu le spectacle du Magicien d'Oz, à Broadway. Je jure que j'ai vu ce spectacle au moins 6 ou 7 fois. Par la suite, je suis devenu ami avec la star du show, Stephanie Mills, la Dorothée de Broadway. Je lui ai dit alors, et je l'ai toujours cru depuis, que c'était vraiment dommage que sa performance sur scène ne soit pas immortalisée à l'écran. J'ai pleuré à chaque fois, en voyant ce spectacle. Pourtant, je ne sais pas si j'aurais aimé y jouer. Moi, j'aime bien pouvoir juger ce que j'ai fait, que ce soit sur bande ou sur pellicule, pour pouvoir améliorer, perfectionner la performance. On ne peut pas faire ça avec un spectacle en direct. Je suis toujours triste quand je pense à tous les grands acteurs qui ont donné des représentations que nous ne verrons jamais, et qui sont perdus pour toujours, simplement parce qu'elles n'ont pas été enregistrées. Si on m'avait demandé de monter sur scène, cela aurait pu se faire à cause de Stéphanie.
mais elle était tellement émouvante que je me serais mis à pleurer sous le nez du public. Motown acheta The Wiz pour une seule raison, donner le rôle principal à Diana Ross. Et pour ma part, je pense que c'était la meilleure des motivations. Diana était très proche de Berry Gordy, et fidèle à Berry comme à Motown. Mais elle ne nous oubliait pas sous prétexte qu'on avait signé avec un autre label. Nous étions toujours en contact avec elle, malgré ses changements. Et elle nous avait rencontrés à Las Vegas, où elle nous donna un sacré coup de pouce quand on y travaillait. Diana devait jouer le rôle de Dorothée, et elle m'encouragea à auditionner pour les rôles à pourvoir. Elle me rassura en me disant que les gens de Motown ne m'en voudraient pas d'être dans une maison de disques concurrente, et qu'ils ne m'empêcheraient pas d'avoir le rôle, juste par dépit. Elle en faisait son affaire, et elle me le garantissait. En réalité, elle n'eut pas besoin de le faire, car Berry Gordy déclara qu'il serait ravi de me voir auditionner pour The Wiz. J'avais beaucoup de chance qu'il réagisse ainsi, car grâce à cette expérience, j'ai été contaminé par le virus des acteurs. J'avais envie de tourner un film, et c'était la chance de ma vie. Quand on fait un film, on capte quelque chose d'éphémère, et on arrête le temps. Les gens, leur histoire, l'histoire du film, devient quelque chose qui va pouvoir être reçu dans le monde entier, par plusieurs générations. Faire un film est très excitant. C'est un gros travail d'équipe, et c'est amusant en même temps. J'ai très envie de m'y consacrer à l'avenir. J'ai auditionné pour le rôle de l'épouvantail parce que je trouvais qu'il correspondait à mon style. J'étais trop félin pour l'homme en fer-blanc, et pas assez pour le lion, à cause de ma petite taille. Une fois le personnage choisi, j'ai mis toute mon énergie, toutes mes pensées dans la lecture et la chorégraphie de mon rôle. Lorsque le réalisateur Sidney Lumet m'appela, j'étais fier d'avoir été accepté. Mais j'avais peur. Le tournage d'un film était une nouveauté pour moi, et j'allais abandonner mes responsabilités envers ma musique et ma famille pendant plusieurs mois. J'avais visité New York où le tournage devait avoir lieu, pour sentir l'atmosphère de Harlem qui imprégnait l'histoire de The Wiz. Mais je n'y avais jamais vécu. J'ai été surpris de m'habituer si vite à ce style de vie. J'étais ravi de rencontrer tout un groupe de gens dont j'avais toujours entendu parler, mais que je ne connaissais pas. Le tournage de The Wiz m'a appris beaucoup de choses à bien des niveaux. J'ai observé, et j'ai appris en regardant. Au cours de cette période de ma vie, je cherchais à la fois consciemment et inconsciemment à comprendre ce qui m'arrivait. J'étais anxieux, et je me demandais ce que j'allais faire de ma vie maintenant que j'étais adulte. Chacune de mes décisions pouvait engager tout un tas de répercussions dans mon existence future. Quand j'étais sur le plateau de tournage de The Wiz, c'était comme une grande école pour moi. J'avais encore des problèmes d'acné à cette époque-là, et j'étais très heureux qu'on me maquille, car ça ne se voyait plus. C'était un maquillage étonnant. Le mien prenait 5 heures à réaliser, 6 jours par semaine. Nous ne tournions pas le dimanche. Après quelques jours de pratique, la séance de maquillage ne dura plus que 4 heures par jour. Les autres, qui se faisaient maquiller en même temps que moi, ne comprenaient pas comment j'arrivais à rester assis aussi longtemps. Ils détestaient ça. Mais moi j'aimais bien qu'on me mette tous ces trucs sur la figure. Quand je me retrouvais déguisé en épouvantail, j'étais émerveillé. Je pouvais devenir quelqu'un d'autre et échapper à ma réalité, à ma personnalité. Les enfants venaient me voir, et je m'amusais tellement avec eux sur le plateau, dans mon costume. Quand auparavant je m'étais imaginé jouer dans un film, je m'étais toujours vu habillé élégamment. Mais c'est au contact des techniciens, des maquilleurs, des accessoiristes et des costumiers, à New York, que j'ai découvert les aspects de ce métier merveilleux qu'est le cinéma. J'avais toujours adoré les films de Charlie Chaplin, et on ne peut pas dire qu'il ait choisi de bien s'habiller au temps du muet. Moi,
je voulais donner la même impression de qualité du personnage dans ma tenue d'épouvantail. J'aimais tout dans ce costume. La tomate en guise de nez, la perruque en paille, et j'ai même gardé le pull blanc et orange, et je m'en suis resservi plus tard pour une séance de photos. Dans ce film, il y avait des pas de danse très compliqués, et je n'avais aucun problème pour les apprendre. Mais cette facilité fut la cause de problèmes inattendus avec mes partenaires. Depuis que je suis tout petit, j'ai ce don de pouvoir imiter n'importe quel danseur, rien qu'en le regardant faire ses gestes une seule fois. Pour d'autres, il faut certainement reproduire chaque mouvement, chaque pas, l'un après l'autre, avec tout ce que cela comporte de réflexion. Ma hanche part à droite et mon pied à gauche, si je fais ça et puis ça, et mon cou bien droit en arrière. Mais moi, je n'ai qu'à regarder, et je le fais aussitôt. Pendant les répétitions de The Wiz, le chorégraphe nous montrait les différents mouvements, et je me rendais compte que mes partenaires, l'homme en fer blanc, le lion et Diana Ross, me faisaient la tête. Je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'au moment où Diana est venue me trouver et m'a expliqué que je la mettais mal à l'aise. J'étais stupéfait. Moi, mettre Diana Ross mal à l'aise? Elle me déclara alors que, même si je n'en étais pas conscient, j'apprenais les pas de danse beaucoup trop vite. C'était gênant pour elle et pour les autres, qui n'arrivaient pas à suivre aussi vite les indications du chorégraphe. Je reproduisais instantanément tout ce qu'il montrait sans le moindre effort, et eux avaient beaucoup de mal à apprendre ces pas. Elle me fit rire, et je lui promis de dissimuler ma trop grande facilité pour ne pas embarrasser les autres. J'ai découvert les aspects un peu pervers des acteurs, qui cherchent à vous déconcerter quand vous êtes devant une caméra. Au beau milieu d'une scène dramatique, il n'était pas rare que quelqu'un me fasse des grimaces sous le nez, pour me faire rire. J'ai toujours pris mon travail tellement au sérieux que ce genre d'attitude me semble relever de la méchanceté. C'est un manque de professionnalisme, et je trouve ça impoli et injuste. Par la suite, Marlon Brando m'a raconté que les gens lui faisaient ça tout le temps. Mais les problèmes étaient rares sur le plateau, et c'était merveilleux de travailler avec Diana de façon aussi intime. C'est une femme magnifique, et bourrée de talent. Je l'aime énormément, et je l'ai toujours aimée. Je me suis bien amusé pendant cette période, mais en même temps, j'ai eu des tas d'angoisses et de tensions dues au surmenage. Je me souviens que le 4 juillet, j'étais à la plage devant la maison de mon frère Germaine, et je courais dans les vagues. Tout à coup, je me suis arrêté de respirer. Plus d'air. Rien. J'essayais de ne pas paniquer. Je me demandais ce qui n'allait pas en courant vers la maison de mon frère. Là, Germaine m'emmena à l'hôpital. C'était fou. Un vaisseau avait éclaté dans mes poumons. Ça ne s'est jamais reproduit, même s'il m'arrive de sentir des picotements dans cette région. Mais c'est peut-être mon imagination. J'ai appris plus tard que c'était une forme de pleurésie. Mon médecin me suggéra de ralentir mon rythme de travail, mais ce n'était pas possible. La règle du jeu, dans mon cas, exige beaucoup de travail. J'avais beaucoup aimé l'ancienne version du Magicien d'Oz, The Wizard of Oz, mais le nouveau script différait du spectacle de Broadway. L'esprit était le même, toutefois il était ouvert à plus de questions, et comportait plus de réponses aussi. Dans l'histoire originale, on est en plein royaume magique pour conte de fées. Dans la nouvelle version, le décor était plus proche de la réalité d'aujourd'hui. Les enfants pouvaient reconnaître les cours d'école, les stations de métro, et le quartier d'où venait Dorothée. J'ai toujours autant de plaisir à revoir The Wiz et à me rappeler cette expérience. J'adore en particulier la scène où Diana demande « De quoi ai-je peur ? Je ne sais pas en quoi je suis faite. » Parce que moi, j'ai éprouvé cette impression très souvent.
même dans les meilleurs moments de ma vie. Elle parle du pouvoir de surmonter la peur et de marcher dans la vie, la tête haute. À ce moment-là, elle sait, et le public le sait aussi, qu'aucun danger ne peut l'atteindre. Mon personnage avait beaucoup de choses à dire et à apprendre. J'étais planté là sur mon piquet, avec des corbeaux ricaneurs qui volaient autour de moi, en se moquant de moi, pendant que je chantais You Can't Win. C'est l'impression que beaucoup de gens éprouvent un jour ou l'autre, et ça parle de l'humiliation et du sentiment de découragement qui vous étreint, quand les gens, au lieu de vous soutenir, vous enfoncent encore plus en aggravant votre sentiment d'insécurité, votre manque de confiance en vous. Dans ce script, j'avais des tas de réponses et de citations sous forme de messages parsemés dans la paille de ma perruque, et je tirais les réponses au hasard sans savoir comment m'en servir. La paille de ma perruque contenait toutes les réponses, mais je ne connaissais pas les questions. La grande différence entre les deux histoires était que dans la version originale, c'est la bonne fée et ses amis qui donnent à Dorothée la solution à tous ses problèmes, alors que dans notre version, c'est Dorothée qui arrive à ses propres conclusions. Elle a le courage de défendre ses amis, et de se battre avec Elvina, et son personnage est étonnant. Je garde en moi constamment le souvenir de la façon dont Diana a joué et dansé dans ce film. Elle a été une Dorothée parfaite. Quand le bien triomphe du mal et que je danse joyeusement avec Diana, c'est comme si le film était une version résumée de ma propre histoire. Tout était sans dessus-dessous, et j'ai montré tout ce que je savais faire depuis que j'étais tout petit. Quand mon père et mes frères ont su que j'avais obtenu le rôle, ils ont cru que ça serait trop pour moi. Ce fut le contraire. The Wiz m'a donné de l'inspiration et de la force. Mais que faire de ces choses, et comment les canaliser pour les mettre à profit par la suite? Pendant que je me posais cette question, j'ignorais qu'un homme voyageait sur un chemin parallèle au mien, et que nos routes allaient se croiser sur le plateau de The Wiz. Je me souviens que c'était pendant une répétition, à Brooklyn, et nous lisions nos textes à voix haute, tous ensemble. Je croyais que c'était difficile d'apprendre un texte par cœur et de donner la réplique, mais j'ai été agréablement surpris. Tout le monde était gentil avec moi en me disant que c'était très facile, et c'était vrai. Ce jour-là, nous étions en train de faire la scène des corbeaux. Les autres acteurs n'étaient pas visibles dans cette scène parce qu'ils avaient tous leur costume de corbeau. Apparemment, ils connaissaient leur texte par cœur. J'avais bien appris le mien, mais je ne l'avais pas encore dit plus de 2 fois. Je devais, d'après le script, tirer un petit papier de ma paille d'épouvantail et le lire. C'était une citation. Le nom de l'auteur, Socrate, était écrit à la fin. Il faut dire qu'en anglais, les noms d'origine grecque sont rares et difficiles à prononcer. Et comme j'avais déjà lu Socrate, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de prononcer son nom, je me suis planté. Quelqu'un me souffla la bonne prononciation, et en levant les yeux, je reconnus vaguement cet homme, qui n'avait pas l'air d'un acteur, mais qui, cependant, faisait partie de l'équipe. Je me souviens qu'il avait l'air très sûr de lui, et que son visage était très sympathique. Je lui souris, vaguement embarrassé d'avoir mal prononcé ce nom, et le remerciai de son aide. J'avais déjà vu son visage quelque part. Il me tendit la main et confirma aussitôt mes doutes. « Quincy Jones, c'est moi qui ai écrit la musique.